Lac Mégantic, Québec. Il est 1h16 du matin et nous sommes le 6 juillet 2013 quand une boule de feu gigantesque traverse le ciel. Un train fou vient de dérailler en plein centre-ville et en quelques secondes, une petite ville tranquille vient de se transformer en véritable enfer. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et je vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Patreon pour soutenir notre podcast. Pour moins de 5 € par mois, vous ferez partie de la grande famille de La Petite Histoire. Ça nous permet de continuer à vous sortir des épisodes et puis ça nous permet également de vous proposer des exclusivités. Merci également pour vos nombreux commentaires qui sont un véritable moteur pour nous. Et aujourd'hui, on remercie particulièrement Pierre-Antoine Blanchard qui nous a écrit sur Spotify. Il nous dit « Ça serait génial que vous racontiez l'histoire de la tragédie de Lac Mégantic. Ça s'est déroulé à peine 40 minutes de chez moi. » Merci Pierre-Antoine pour ce message et merci également à toute la communauté québécoise qui est de plus en plus présente et active sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify et j'en passe. Ça nous touche énormément de savoir que vous nous écoutez un petit peu partout dans le monde et on espère revenir bientôt dans la belle province pour vous rencontrer. On avait fait un festival là-bas au Québec il y a quelques temps. Alors voilà, ce commentaire tombe à pic parce que justement, Sébastien Girard voulait qu'on en fasse un épisode, une histoire qu'on lui a souvent racontée pendant son séjour au Québec. Il a vécu là-bas au Québec, Sébastien. Une histoire qui a traversé l'Atlantique et qui a fait la une des journaux en France, mais que beaucoup ignorent encore dans le détail. Aujourd'hui, on revient ensemble sur ce drame du lac Mégantic. Ah oui, quelle histoire ça aussi. Voici un train. Ce train est énorme. Il possède 5 locomotives. 78 wagons. Son chargement, du pétrole brut, qui est en provenance du Dakota du Nord, à destination d'une raffinerie à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Chaque citerne contient plus de 113 000 litres de pétrole. Et ces wagons, des modèles DOT 111, sont déjà connus, depuis des années d'ailleurs, pour être incapables de résister à un choc. Une bombe roulante en somme. Oui. Mais cette bombe roulante, elle a continué à rouler pendant des années et des années. Cette fois-ci donc, le convoi traverse les États-Unis, puis le Canada, Windsor, Burlington, Toronto, un arrêt à Montréal. Et là, 6 wagons sont retirés pour des raisons techniques. On veut éviter les ennuis. Mais les 72 wagons restants poursuivent quant à eux leur route. Le train passe ensuite sur une voie secondaire. Cette voie est gérée par une petite compagnie privée. Il s'agit de la Montreal Main and Atlantic Railway, la MMEA, une compagnie déjà critiquée pour sa culture de sécurité, disons, minimaliste. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013, donc, vers minuit, le train va s'arrêter. Il s'arrête en gare de Nantes, à une dizaine de kilomètres de Lac Mégantic. Je ne vous ai pas encore parlé du conducteur. Laissez-moi vous le présenter, il se prénomme Tom Harding. C'est un cheminot plutôt expérimenté. Et donc ce soir-là, il décide d'arrêter son train. Il actionne les freins et il quitte la locomotive. Son quart est terminé et la relève viendra plus tard. Mais Tom laisse une locomotive en marche, comme le veut la procédure de la compagnie. Avant de partir, il confie à son chauffeur de taxi son inquiétude. Ouais. Il lui dit qu'il a vu une épaisse fumée noire qui sortait de la machine comme s'il s'agissait d'une fuite d'huile. Le taxi laisse Tom Harding devant son hôtel. Quelques minutes se passent et des habitants appellent les pompiers. Les coups de fil sont nombreux pour indiquer qu'une locomotive est en feu en gare de Nantes. Alors une douzaine de pompiers intervient. Le feu est rapidement éteint. Les techniciens de la compagnie inspectent les dégâts. Et tout le monde repart. Le train, lui, il reste là, seul. Minuit 52, le train est là, tout seul, mais les freins commencent à lâcher. Petit à petit, la pression d'air baisse. Puis, à un moment, plus rien ne retient le train. Sans personne à bord, le train se met donc en mouvement. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Il quitte donc la gare de Nantes, et c'est parti pour 12 km de descente sur une pente raide, l'une des plus fortes du pays. Le train a pris de la vitesse,
Beaucoup de vitesse. D'abord 50 km/h, puis 60, 70, 80, 90, 100 km/h. Et ça y est, il est lancé à une très très grande allure et nul ne pourra l'arrêter. À 1h14, des habitants de Lac-Mégantic aperçoivent un convoi qui traverse leur ville. Ce convoi arrive à pleine allure et ce convoi ne semble pas avoir de chauffeur. C'est simple, il s'agit d'un train fou. Un train fantôme, mais un train complètement dingue. 1h16. Le train entre dans une courbe, en plein cœur de Lac-Mégantic. Il roule à plus de 100 km/h, impossible de tenir la voie, et là, le déraillement est instantané. L'explosion apocalyptique. Une boule de feu s'élève dans la nuit. Le souffle détruit les bâtiments qui sont autour. Des flammes jaillissent désormais de partout. On croit à un bombardement. Les pompiers arrivent vite et en nombre. Mais que faire face à un tel brasier ? L'eau s'évapore avant même de toucher le feu. Plus de 150 pompiers sont mobilisés, rejoints par des équipes spécialisées. Il faudra au final 40 heures pour éteindre cet énorme incendie qui se balade dans toutes les rues de Lac-Mégantic. À 2h21, un satellite passe au-dessus du Québec et photographie ce brasier. Le feu est visible depuis l'espace. Alors, une fois le feu éteint, le bilan est terrible. Au total, 47 morts, des dizaines de bâtiments détruits, plus de 5 millions de litres de pétrole brûlés, des millions de litres de brut déversés dans le lac Mégantic et la rivière Chaudière, contaminant l'eau sur plus de 100 km. C'est simple, le centre-ville est quasiment rasé. La bibliothèque, les archives, les commerces, tout ça est effacé en à peine une nuit. Pour des familles entières, c'est terrible parce qu'il ne va rien rester. Le traumatisme pour toute la ville est immense. Alors rapidement, plusieurs enquêtes sont ouvertes. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada pointe une série de négligences. Des wagons dangereux, des freins insuffisamment serrés et une culture de la sécurité quasi inexistante pour la société qui opérait ce transport. 3 employés, dont Tom Harding dont je vous ai parlé, vont être accusés de négligence criminelle. Mais en 2018, il y aura un procès et ils seront acquittés. Seul Tom Harding sera reconnu coupable d'une faute technique sur le freinage. Alors il va plaider coupable et il écopera d'une peine à domicile. La compagnie MM&A, elle, fait bien sûr faillite. Et depuis, des réformes ont été adoptées. Les wagons DOT 111 ont été retirés, les freins ont été renforcés, les règles sont désormais plus strictes en ce qui concerne la sécurité. Mais pour les habitants de Lac-Mégantic, ces réformes, elles sont arrivées beaucoup trop tard. Parce que leur ville, elle porte encore les cicatrices de cette catastrophe. 10 ans après, Lac-Mégantic reste hanté, avec des plaies environnementales qui ne sont toujours pas refermées. Et le traumatisme humain, lui, il ne disparaîtra jamais, c'est ce qu'on peut imaginer en tout cas. Parce que ce 6 juillet 2013, en quelques secondes, une petite ville tranquille du Québec a basculé dans l'histoire par la faute d'un train complètement fou. Voilà les amis pour cette petite histoire autour du drame de Lac-Mégantic. Et vous, est-ce que vous connaissiez cette histoire ? Pensez-vous qu'on a vraiment tiré toutes les leçons de cette tragédie ? Dites-nous ça en commentaire, on vous attend sur Insta, Facebook, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport d'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada et plusieurs documentaires qui reviennent en détail sur le drame et qui existent notamment sur YouTube. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous et à le commenter. Merci à toutes et tous et à très vite avec une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.